Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui pour cette table ronde. Voici nos 4 intervenantes et Marion et moi allons co-animer la table ronde. Alors, si vous avez un problème technique sur WebEx, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Et si vous avez des questions tout au long de la table ronde, vous avez le lien Slido, ici aussi, pour poser toutes vos questions. Donc pour celles qui sont sur place, on aura un petit échange de networking après l'événement. Donc vous êtes les bienvenus. Alors moi je m'appelle Sonia, je suis ingénieure chez Cisco. J'ai intégré Cisco il y a 2 ans et demi. Donc je fais principalement du réseau et du développement. J'ai fait mes études à Télécom Sud Paris et j'ai été diplômée en 2020. Du coup, je me présente. Moi, c'est Marion. Je suis chargée de recrutement depuis 8 ans maintenant dans le secteur IT. Et j'ai rejoint 3DS Outscale il y a 5 ans. Et aujourd'hui, j'occupe un poste avec différentes casquettes. Donc, je m'occupe du recrutement, de la marque employeur et également de la partie relations école. Alors pour nos entreprises respectives, moi je représente Cisco. Pour celles qui ne le savent pas, Cisco c'est une entreprise américaine qui a débuté dans le milieu du réseau. Donc par exemple aujourd'hui, la majorité des équipements sur Internet c'est des équipements Cisco. On a ensuite élargi notre portfolio. On est un acteur majeur du cloud aujourd'hui avec WebEx, celles qui sont à distance. Et on a aussi plein de solutions de cybersécurité. Et alors pour vous présenter 3DS Outscale en quelques mots, donc nous en fait on est la filiale cloud d'Asso Systèmes. On a été créé en 2010 et on est donc spécialisé dans le cloud et notamment la partie IaaS, donc la partie infrastructure. Aujourd'hui, on a un peu plus de 200 collaborateurs et pour vous donner un ordre d'idée un petit peu des métiers, des équipes qu'on va retrouver chez Outscale, on va avoir des personnes qui vont travailler sur le développement, la partie système, réseau, la sécurité, la QA, la data, etc. Et donc nous, en fait, sur notre partie recrutement, on va recruter des personnes en stage, en alternance, mais également en CDI. Du coup, pour lancer cette table ronde, donc, on parle beaucoup de cybersécurité. C'est vrai qu'on voit un nombre grandissant de cyberattaques. C'est donc un sujet stratégique pour les entreprises, mais également les organismes et les personnes qui peuvent être impactées. Mais c'est aussi un secteur qui attire beaucoup. Et malgré les efforts qui sont faits par les entreprises, notamment en termes de communication, de recrutement, ça reste encore un secteur assez masculin. Alors peut-être parce qu'on y associe encore trop souvent cette image du geek à capuche, à moitié dans le noir, derrière son PC, ou encore parce qu'il y a quand même cette connotation, je dirais, guerrière. On parle de sécurité offensive, de sécurité défensive, par exemple. Mais c'est aussi pourquoi on est là ce soir avec cette table ronde. C'est voilà, justement aller démystifier ce qu'est la cybersécurité, montrer qu'il y a un nombre important de métiers dans ce domaine et que ces métiers peuvent intéresser et être exercés par des femmes. Et on en a un bel exemple ce soir avec nos 4 intervenantes qui nous font le plaisir d'être avec nous et à qui je vais laisser la parole tout de suite pour que vous puissiez également vous présenter. Donc je vais donner la parole à Eliane, si tu veux bien te présenter. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, je suis Eliane Ramé. Je suis ingénieure spécialiste en sécurité avec Cisco depuis 2014. Pour vous donner un peu d'idée sur mon parcours professionnel, donc j'ai commencé à travailler en 2006 chez un fournisseur de services au Liban. J'ai travaillé plus sur la partie réseau et communication. Durant ce rôle, un de mes collègues qui était plus expérimenté que moi, il m'a conseillé et m'a dit qu'il y a beaucoup d'experts sur la partie réseau, mais très peu sur la partie sécurité. Ça sera une très bonne opportunité pour toi pour se former et se spécialiser dans ce domaine-là. Et du coup, j'ai commencé des formations en sécurité, j'ai pris des certifications professionnelles et experts.
Et j'ai découvert ma passion à la cybersécurité et j'ai découvert la nécessité de la sécurité sur le système informatique. Et puis, j'ai travaillé sur plusieurs projets plus dédiés à la sécurité. On a monté une équipe SOC, on a travaillé sur la sécurité du réseau et on a commencé à proposer des solutions managées sécurité à nos clients. Puis, en 2011, j'ai déménagé à Dubaï et j'ai commencé à travailler chez un fournisseur de services sécurité, mais en cloud. Le type de métier était un peu différent. J'étais plus en contact avec les clients en fonction de technico-commercial. Je faisais les présentations des solutions, j'aidais les clients et je les accompagnais dans leurs projets jusqu'au déploiement et jusqu'à la partie exécution. Et puis en 2014, j'ai joint Cisco. Et j'ai travaillé avec plusieurs clients dans le secteur public et privé. Je fais tout le portefeuille sécurité Cisco et j'accompagne mes clients à mettre en place une stratégie sécurité pour lutter contre les attaques et je leur donne les bonnes pratiques pour pouvoir réagir une fois qu'ils sont attaqués et pour prendre les bonnes mesures et réduire l'impact de cette attaque. Donc c'est un petit résumé de mon parcours professionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Alors donc moi je m'appelle Agnès Dessin. Alors moi j'ai démarré un peu plus tôt, mais j'ai rejoint Cisco en 2001. J'ai commencé sur la partie télécommunication, donc en tant qu'ingénieur avant-vente. Donc on va vous parler de ce métier parce qu'on est plusieurs autour de la table à le faire. Donc j'ai travaillé pour les grands opérateurs en France. Et depuis 4 ans, j'ai rejoint le côté entreprise de Cisco. Donc, je ne reviens pas sur ce que fait Cisco, ça a bien été expliqué. Et en fait, pourquoi Cisco pourquoi dans mon métier, au jour le jour, on est amené à parler sécurité, cybersécurité, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas une seule solution sans se poser la problématique de sécurité. Donc voilà, aujourd'hui, j'encadre une équipe d'une 30aine d'ingénieurs avant-vente architectes. Et c'est les sujets au quotidien qu'on est amené à gérer et on verra un peu plus en quoi consiste le métier un peu plus tard. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Takwa Nasri Chomel. Je suis Risk Manager chez 3D Southscale. Alors moi, contrairement aux autres intervenantes, je n'ai pas du tout un background qui est technique. Je suis diplômée d'un master en droit des affaires internationales et un master en droit et entreprise. Et j'ai complété ma formation par un exécutif MBA en stratégie et intelligence économique à l'école de guerre économique à Paris. Et j'ai débuté ma carrière dans la grande distribution où j'ai travaillé aux côtés de la DPO, donc DPO du groupe, sur des questions de mise en conformité et mise en conformité au RGPD. Et donc c'est à ce moment-là que je découvre les DSI et les questions de sécurité des systèmes d'information. Et puis ensuite, j'ai rejoint l'entité française d'un groupe japonais. Je travaillais donc un industriel avec une activité plutôt minière. Et j'ai travaillé sur des questions de mise en conformité, là encore, de compliance. Et on avait la question de la sécurisation de nos systèmes d'information, de la mise en conformité aux différentes réglementations. Et j'ai toujours eu cette appétence à l'application, je dirais, des normes de droit international en droit interne. Et je dirais que le point de départ de mon intérêt pour la cyber, ça a été finalement ma première mission qui a tourné autour du RGPD. Et ensuite, j'ai rejoint Outscale depuis presque 1 an maintenant, où je suis Risk Manager, où je travaille sur des questions gestion des risques et notamment le risque qui est lié au numérique. Je vous parlerai tout à l'heure des fonctions du Risk Manager et comment est-ce qu'on intègre la cybersécurité dans ce métier-là. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Béatrice Gora, je suis ingénieure de formation. J'ai commencé ma carrière dans le domaine des télécommunications. J'ai gravi les échelons depuis le métier, on va dire, le plus technique jusqu'à la chefferie de projet et également la stratégie. J'ai travaillé au sein d'une entreprise de télécommunications, un service provider. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans avant de me diversifier dans la cybersécurité qui était la deuxième majeure de mon métier. Un peu comme Agnès, dans le monde des télécoms, on ne conçoit pas de réseau et d'infrastructures informatiques sans prendre en considération la sécurité.
Et j'ai souhaité vraiment me spécialiser là-dedans. En 2017, je décide de continuer mes études et de faire un MBA donc en intelligence économique dans la même école comme Takwa, donc l'école de guerre économique. J'ai été diplômée en 2018 et j'ai commencé à bouger un tout petit peu vers des startups. J'ai souhaité vraiment me mettre en danger et essayer plusieurs choses. Donc j'ai essayé pendant 1 an et demi des startups. J'ai été après responsable de la sécurité-sûreté du tribunal de Paris, où j'ai eu la chance de mettre en œuvre toute la partie sécurité et sûreté de l'établissement, avant de rejoindre Cisco en 2019 en tant qu'ingénieur avant-vente, où je suis spécialisée sur un produit de cybersécurité au quotidien. Et en parallèle, j'enseigne à l'école de guerre économique, la Sorbonne Nouvelle et l'Université de Corse, tous les sujets liés à la cybersécurité, notamment. Ça va de la partie préparation, menaces, etc., vers la partie gestion de crise, et tout récemment sur la partie géopolitique. Merci à toutes. Vous avez des parcours très passionnants et je suis sûre que nos participantes vont en savoir plus. On peut lancer le questionnaire qu'on a préparé pour vous. Donc là, on connaît les intervenantes, mais on ne vous connaît pas encore bien. Donc c'est à votre tour de vous présenter un peu. Donc vous pouvez utiliser le Slido, donc c'est soit avec le QR code pour celles qui sont sur place, ou bien avec le lien, celles qui sont à distance. Donc première question, quelle est votre spécialité d'études? On vous laisse le temps de vous connecter. Donc on a un public qui est assez technique, du réseau, de la sécurité. La sécurité, oui. Bien sûr. Du cloud. Informatique, mathématiques. Aéronautique également. IoT. Ok. Question d'après, on peut passer. Quel est votre niveau de connaissance en cybersécurité? Donc soit pas de connaissance. Ah. Ok, donc on a plein de spécialistes en cybersécurité. Mais on en a aussi quelques-uns qui n'ont pas de connaissances. Ouais. Qui n'ont pas de connaissances. Ok, question d'après. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? Est-ce que c'est pour en savoir un peu plus sur la cybersécurité, pour en savoir un peu plus sur Cisco, Outscale, pour les métiers, comment vous pouvez vous spécialiser dans ce domaine, les débouchés, formation? Ok, donc en savoir un peu plus sur les métiers, sur la place des femmes dans ce domaine. Les débouchés. Découvrir la cybersécurité. Comment une femme peut évoluer dans ce milieu. Okay. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes vos attentes. Ok, ben on peut passer... Ok. Moi, je voulais revenir... au niveau de vos présentations, notamment Takwa et Béatrice. Takwa, comme tu nous as dit, tu as un background plutôt juridique et pas vraiment technique. Qu'est-ce qui t'a justement motivé à te tourner vers la cybersécurité? C'est bon. Alors, pour être totalement transparente, moi, au départ, je ne fais pas du tout le choix de la cybersécurité.
Vous avez vu, je m'oriente plutôt vers des études de droit. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Bon, après, je suis de nature assez curieuse. Et la question qui m'intéresse, c'est celle de la sécurité économique des entreprises. Et concrètement, la sécurité économique, elle se manifeste par la protection du patrimoine informationnel des entreprises. Et cette protection, cette sécurisation, pour moi, elle s'intègre au cœur de la stratégie des entreprises. Et lorsqu'on s'intéresse à ces questions de protection, eh bien, on va également s'intéresser à la manière dont on va pouvoir maîtriser le risque d'exposition des organisations. Et donc, je m'intéresse au risque et on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté le risque cyber. Le risque numérique, il est existant, quelle que soit l'activité de l'entreprise, quelle que soit sa taille, on le retrouve, et donc c'est une composante à prendre en considération. Donc finalement, je ne choisis pas la cybersécurité, pour autant je ne la subis pas, parce qu'elle vient renforcer cette position initiale de sécurité des entreprises. C'est également le choix de la confiance. La cybersécurité, c'est le choix de la confiance vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos utilisateurs. C'est le choix de la confiance vis-à-vis de nos partenaires. Et c'est également le choix de la confiance vis-à-vis de nos collaborateurs qui sont des facteurs clés dans la lutte contre la cybermenace. Et donc finalement, je me rends compte que la cybersécurité, c'est plein de défis. Et c'est ce qui est intéressant dans ce métier. C'est le défi de la lutte contre la cybermenace, c'est le défi de la gestion de l'identité et l'authentification sur des systèmes. C'est également le défi du renforcement du collectif, puisqu'aujourd'hui, la cybersécurité, c'est des outils, mais c'est aussi des hommes et des femmes qui participent au quotidien à protéger le patrimoine des entreprises. Merci Takwa. Béatrice, qu'est-ce qui t'a donné toi envie justement aussi de te tourner vers la cybersécurité? Et comme tu nous l'as dit, tu es également dans l'enseignement. Donc qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de partager tes connaissances, tes expériences avec des étudiants? Donc, la cybersécurité, c'était le chemin, on va dire, naturel, suite à ma formation initiale qui était plutôt orientée vers les télécommunications. On ne conçoit pas de réseau aujourd'hui sans penser à la sécurité. C'est comme acheter une voiture. Vous n'allez pas acheter une voiture en demandant les freins en option. Donc c'est un peu l'anecdote qui fonctionne toujours. Mais voilà, on a appris, de par notre formation initiale, à gérer la sécurité et à la prendre en considération. Il était naturel d'aller se développer dans ce domaine-là et j'étais assez curieuse de voir qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Je suis issue également d'une famille qui est un peu militaire. Donc cet aspect un peu offensif et défensif était naturel pour moi. Je ne pouvais pas le faire sur un théâtre d'opération classique en tant que militaire, mais je pouvais contribuer à ce domaine-là d'une façon un peu plus intelligente avec ma formation en tant qu'ingénieur. Et je me suis dit, pourquoi pas aller dans ce domaine de la sécurité. Il y a de l'offensif, il y a du défensif. Il y a des biens essentiels également à protéger. Il y a le patrimoine informationnel d'une entreprise à protéger, comme Takwa l'a dit. Et c'est important aujourd'hui de prendre en considération cet aspect-là. Et donc, je me suis diversifiée dans ce domaine pour avoir déjà une double approche au niveau de mon diplôme, d'une part, et d'autre part, pour venir en aide aux entreprises qui demandaient à se sécuriser. On était à l'époque, en 2006, c'était encore un domaine qui était naissant et c'était intéressant d'aller se développer là-dedans. L'enseignement a été un peu le fil conducteur de toute ma carrière. Au niveau de mon ancien métier, chez l'opérateur dont je tairai le nom, on faisait des formations notamment pour nos équipes d'ingénierie et pour nos équipes de support. Donc on concevait, on déployait et on formait pour faire une passation de nos technologies et de nos services à d'autres équipes. Et je me suis prise de passion pour la transmission du savoir. Et sans trop y penser, j'étais un peu obnubilée par les conférences TED.
Si vous connaissez les conférences TED, il y a un format qui est très sympathique avec des intervenants ou des intervenantes qui viennent présenter un sujet d'intérêt. Et j'étais très intéressée de me dire, un jour, j'aimerais devenir à la place de ces personnes-là et parler d'un sujet d'intérêt. Et c'est comme ça que la flamme, on va dire, de l'enseignement est née. L'école de guerre économique m'a donné la tribune pour former des personnes qui sont aujourd'hui qui suivent une formation dans le management. Et de fil en aiguille, j'ai commencé avec 4 heures, puis je suis devenue sur une semaine, puis c'est devenu 3 semaines, puis c'est devenu 1 mois, puis c'est devenu une formation entière. Et je me suis retrouvée avec une double casquette, ingénieure chez Cisco le matin, enseignante le soir. Merci. Alors, on a vu tout à l'heure que certaines personnes dans le public n'ont pas beaucoup de connaissances en cybersécurité. Donc, Eliane, toi qui es technique, c'est quoi la cybersécurité vraiment ? Alors, pour faire simple, la cybersécurité, c'est le fait de protéger tout ce qui est connecté, qui peut être peut-être une montre, une application, un serveur, les serveurs dans vos écoles, les serveurs les plus compliqués chez des grandes entreprises, ou bien le système informatique dans le gouvernement. C'est vraiment varié. Ces serveurs hébergent des données très confidentielles, très sensibles. Il ne faut pas qu'ils soient partagés avec l'extérieur. Il faut garder ces informations, ne les changez pas. Il faut que ces informations restent toujours disponibles. Donc, la cybersécurité, c'est des mesures et des procédures qu'il faut mettre en place pour assurer la confidentialité de ces données, l'intégrité de ces données et la disponibilité de ces données. Et pour ces 3 niveaux s'appliquent sur le système informatique, sur les humains et sur le matériel. Donc, est-ce que la cybersécurité, c'est nouveau? Non, pas du tout. Ça a commencé depuis les années 70, quand on a vu le premier virus et puis le premier antivirus. Et puis, ça a évolué. Ça évolue beaucoup avec la technologie. En fait, la cybersécurité, ça se développe avec le développement de la technologie pour pouvoir lutter contre les attaques, les sophistiquer, les avancer. Mais pourquoi on entend parler beaucoup maintenant de cyberattaques, de mettre en place des stratégies de cybersécurité? Parce que maintenant, comme tout est connecté, alors les impacts des attaques ont beaucoup évolué, ont beaucoup grandi. Je vous donne un exemple sur une attaque qui a ciblé, par exemple, un opérateur qui distribuait l'essence. Donc, ils ont dû bloquer leur opération. Et alors, ils ont vu il y a eu une pénurie d'essence dans la ville qui est concernée. Un autre exemple, c'est ici en France, un hôpital qui a été hacké et alors ils ont dû arrêter leur opération. Ils ne pouvaient plus accepter des patients. Ils les ont fait transférer à des autres institutions. Donc, l'impact de l'attaque, ça touche beaucoup de monde. Ça nous touche individuellement, les professionnels, les entreprises. C'est très important d'avoir les mesures en place, les procédures pour se protéger, pour protéger nos données et nos infrastructures. Merci Eliane. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi la cybersécurité, toi Agnès, tu gères une grande équipe d'ingénieurs. Quels sont les challenges auxquels les entreprises sont confrontées? Quels sont les enjeux et surtout quel est le futur de la cybersécurité? Alors, effectivement, comme l'a dit Eliane, aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui évoluent. En fait, la fameuse surface d'attaque pour les hackers, elle grandit tous les jours. On l'a vu pendant le Covid avec le travail qui s'est mis en place en remote. Jusque-là, je dirais que le périmètre des entreprises était très circonscrit. Le fait effectivement d'avoir des utilisateurs qui se connectent de chez eux, qui sont mobiles, donne en fait déjà un axe supplémentaire pour les attaques potentielles. De plus en plus de services pour les entreprises se trouvent hostés dans le cloud, là où je dirais historiquement tous les services étaient dans un data center privé de l'entreprise. Les applications sont accessibles au travers de l'Internet, donc là aussi une surface d'attaque plus large. Et je dirais que l'autre axe, c'est finalement tous les nouveaux objets connectés, tous les nouveaux usages
qui augmente d'autant cette surface d'attaque. Donc, nous, d'un point de vue technologie, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce type d'attaque et cette surface d'attaque ne fait qu'augmenter. Les attaquants, de leur côté, ont plusieurs, je dirais, drivers. Il y a le côté politique, géopolitique. Il y a le côté économique, bien sûr. Et puis, il y a aussi le côté criminel. Donc, et l'intensification des attaques fait que le niveau d'attaque devient de plus en plus spécialisé, de plus en plus complexe. Ce qui fait que pour les entreprises comme pour les sociétés qui aident les entreprises, accompagnent les entreprises, le niveau de complexité ne fait que grandir. Et on ne voit pas aujourd'hui de frein pour que les choses s'arrêtent, au contraire. Et donc là, le besoin d'expertise est d'autant plus important dans un contexte comme celui-ci. Voilà, de par le niveau de complexité et de par effectivement la surface d'attaque qui augmente et le niveau d'attaque de plus en plus spécialisé et compliqué. Voilà, en 2 mots. Merci. Donc là, vous avez présenté les entreprises, comment elles sont confrontées à ces attaques. Maintenant, comment est-ce que, de ton côté, vous gérez, comment vous anticipez ces attaques en tant que risk manager ? Alors déjà, pour commencer, il faut se poser la question de qu'est-ce que la gestion des risques. La gestion des risques peut se définir comme un processus par lequel les entreprises vont mettre en place des actions pour permettre de se prémunir des risques qui sont liés à leurs activités. Et pour aborder cette démarche, eh bien, on va identifier les risques significatifs et derrière, on va mettre en place des mesures, des réponses à ce risque et on va parler de plan de traitement des risques. On parle de cybersécurité, donc c'est l'idée de considérer finalement le risque numérique. On a parlé d'attaquants et de profils d'attaquants. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est d'identifier quelle est la source du risque. Et cette source de risque, elle va dépendre de ces différents profils. Tu parlais tout à l'heure des États. On peut avoir des profils du type des crimes organisés. On peut avoir... alors on parle de malveillants pathologiques. Le terme n'est pas spécialement approprié, mais c'est un terme qui est repris dans un certain nombre de méthodologies, mais on peut mettre plein de choses dedans. Donc l'idée, c'est d'arriver à identifier cette source de risque et regarder quel va être son objectif visé. Et en faisant ce couple, déjà, on arrive à se dire, en fonction de l'objectif qui va être visé, comment est-ce qu'un attaquant va venir déstabiliser notre organisation. Et à partir du moment où on a la connaissance des différents biens supports, qui permettent finalement de supporter l'activité, les valeurs métiers de l'entreprise, eh bien, on va réfléchir à de potentiels chemins d'attaque. Donc il y a un côté, finalement, on va réfléchir à des stratégies, à des scénarios stratégiques ou à des scénarios opérationnels. Et donc tout l'enjeu, c'est aussi de se mettre dans la tête de l'attaquant. On a fait un exercice avec des collaborateurs chez 3D Southscale et j'avais travaillé avec des équipes projets. Alors, du coup, des personnes qui ne sont pas spécialistes de la cybersécurité. Mais à partir du moment où le risque cyber il doit être porté par l'ensemble des collaborateurs, il était nécessaire de les sensibiliser, parce que ça passe par là aussi. Et l'exercice, on avait fait 2 équipes. Donc, une équipe qui devait attaquer une entreprise. C'était un use case qui était fictif. Et puis, l'autre équipe qui devait protéger son patrimoine. Et j'avais dit, vous avez champ libre. Donc les défenseurs, et donc là on est dans cette démarche un peu militaire, attaque-défense, les défenseurs, ceux qui doivent protéger l'entreprise, doivent réfléchir à tous les potentiels chemins d'attaque qui seraient pris par les attaquants. Et j'avais dit aux attaquants, vous pensez comme les défenseurs et essayez de penser à ce à quoi ils n'ont pas pensé. Et j'ai été assez amusée parce que finalement, je me suis rendu compte que il y avait énormément de créativité et que les chemins d'attaque qui avaient été pensés par les collaborateurs, c'est pas des chemins d'attaque qui
qui ne sont pas réels, je dirais, parce que c'est des chemins qui pourraient être pris par de potentiels attaquants. Et donc c'est aussi ça la gestion des risques. Lorsqu'on parle du risque cyber, c'est se mettre dans la tête de l'attaquant et avoir cette approche attaque-défense systématique. Et je dirais que le terrain d'affrontement, il a un peu changé. On n'est pas dans le monde matériel, on est plutôt dans le monde immatériel, même si les attaquants peuvent utiliser des biens supports, et notamment des objets qui sont connectés et qui sont très matérialisables aujourd'hui. Et donc voilà, la fonction la fonction de risk manager, c'est d'arriver finalement à identifier ces potentiels risques, mettre en place les mesures en face pour protéger finalement l'entreprise. Merci. Maintenant qu'on a pu définir ce qu'est la cybersécurité, je pense que ça intéresserait nos étudiantes d'en savoir un peu plus sur votre quotidien. Voilà, quelle est votre journée type. Du coup, je vais me tourner vers Eliane et Takwa. Est-ce que vous pouvez nous présenter une journée type et ce qui vous anime au quotidien? Personnellement, je commence ma journée par consulter les différents sites, les actualités sur la cybersécurité. Il y a plusieurs sites publics qui annoncent les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a, les nouveaux attaques, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les nouvelles malwares par exemple, qui a été attaqué, c'est quel secteur. Donc une vue générale sur ce qui se passe sur la partie sécurité. Ça m'intéresse beaucoup parce que ça m'aide aussi à faire des discussions avec mes clients pour savoir si peut-être quelqu'un pourra être affecté, de les aider à mettre en place des solutions qui peuvent leur protéger. Puis la majeure partie de ma journée, c'est des réunions avec des clients sur des projets, soit des nouveaux projets, soit des suivis sur des projets qu'on a déjà commencés. On fait aussi des réunions en interne pour les préparations, pour le développement. Et je consacre toujours, durant ma journée, 1 ou 2 heures pour travailler sur mon lab, pour faire des simulations sur des fonctionnalités ou bien pour tester des nouvelles fonctionnalités sur des produits qu'on a dans notre portefeuille sécurité. Les journées, certaines journées sont plus chargées que d'autres, certainement, comme avec chaque métier. Je dirais le plus important, c'est de trouver toujours sa motivation dans ce que vous faites durant la journée. Je vais rebondir sur le démarrage de ta journée et sur la veille que tu effectues pour vous indiquer qu'il est extrêmement important d'effectuer des veilles. Alors des veilles en cybersécurité, mais même dans d'autres domaines, pour se tenir au courant de ce qui se passe. Et effectivement, commencer le matin par ces actualités, c'est toujours plus sympa que d'écouter BFM TV. Donc n'hésitez pas à mettre en place des outils de veille, vous en avez plusieurs. Et même à votre échelle, vous pouvez vous créer des alertes en fonction des différents sujets qui vous intéressent. Alors moi, j'ai des journées qui sont très diverses et variées. Alors, j'ai pas je dirais d'actions qui sont d'actions qui vont être redondantes. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu la richesse de ce métier et ce qui fait qu'il est extrêmement motivant. Je travaille beaucoup avec les équipes projets sur la partie sécurisation des projets et sur les différentes études d'impact qu'on va conduire lorsqu'un projet va être mené ou lorsqu'on va faire évoluer un de nos produits. Et sur ces scénarios de risque et les analyses de risque. Puis il y a également un travail plutôt côté certification. Et là, c'est un peu mon côté juridique qui ressort. 3D Southscale est certifié, on a un certain nombre de certifications. Et pour obtenir ces certifications, il y a énormément de mesures à mettre en place. C'est un travail qui est quotidien, parce que ça fait partie aussi de la sécurisation de nos systèmes d'information. C'est aussi les raisons pour lesquelles on a des clients qui viennent nous voir. On a des certifications telles que les certifications ISO 27001. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous voyez dans le cadre de vos enseignements. Nous sommes également certifiés Secnum Cloud. Et donc, ça fait partie aussi du travail, je dirais, du risk manager, parce qu'il y a toujours cette composante risque qui revient dans l'ensemble des certifications. Et je travaille énormément avec la sécurité.
Donc là, plutôt des experts très techniques et opérationnels, et on discute ensemble sur comment est-ce qu'on appréhende le risque et quelles sont les mesures de sécurité qu'on va mettre en place pour venir limiter les potentiels risques. Merci. Maintenant, je vais me tourner vers Béatrice et Agnès pour changer un petit peu des questions. On aimerait savoir si vous avez une petite anecdote à nous raconter sur, sur quelque chose que vous auriez pu vivre, vous surprendre en bien, en mal. Bon, il y a beaucoup d'anecdotes qu'on peut raconter, mais je vais rebondir sur une question qui a été posée juste avant sur la place des femmes et une anecdote par rapport à ça. Dans un de mes précédents métiers, j'avais tout le temps, donc j'étais la seule femme parmi plein de jantes masculines qui étaient très sympathiques. Et à un moment donné, on devait déployer un projet. Il y avait une réticence par rapport aux documents que je leur avais préparés. Donc c'était une opération de nuit. Et nous, à l'ingénierie, on avait notre méthode de travail. Et on pensait qu'elle était un peu notre science infuse. On était très serein, très serein aussi par rapport à ça. Et on dit, voilà, le document est très clair. En tout cas, il était très clair pour nous, en tant qu'ingénieurs. Par contre, on le donnait aux techniciens. Les techniciens ne comprenaient pas, notamment parce que ces personnes-là travaillaient à 3 heures du matin. Donc, ce n'étaient pas des horaires de bureau classiques. Et ces personnes prenaient le document. Il était totalement incompréhensible parce qu'il y avait une page de garde, il y avait tout qui était expliqué dans les détails, etc. Et à chaque fois qu'ils recevaient un document de ma part, notamment, il était rejeté. Et du coup, ça m'embêtait un peu. J'avais mis un peu toute mon âme dans ce document-là pour faire en sorte qu'il soit le meilleur. Et en fait, ce n'était pas ça qu'il demandait. Du coup, je me suis dit, je vais aller voir ces personnes-là. Donc, je tape au bureau de ces personnes, de ce service, un bureau qui était entièrement masculin. Et je me dis, bon, comment je vais m'introduire et me dire, OK, je dois avoir la confiance de ces personnes-là. Ça s'est passé avec des croissants, très bêtement. J'ai amené des croissants ce jour-là, c'était un vendredi. Vendredi, c'était les croissants, à l'époque où on était au bureau. Je ramène les croissants, je les pose sur la table. Et la première chose que les garçons, je les appelle maintenant les garçons parce que c'est devenu des amis au fil du temps, me disent, bon, qu'est-ce que tu veux? Je dis, moi je ne veux rien à part comprendre pourquoi vous rejetez mon travail. Je dis, oui, mais tu comprends, nous à 3 heures du matin, on n'a pas envie de se coltiner 3-4 pages de garde avec une explication du pourquoi, du comment. On respecte ton travail. Mais nous, on a juste besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire à un instant donné. Clic, clac, on met ici, on branche là, on active ici, on désactive là, on enlève les mesures de sécurité ici, on les réactive ici. Il nous faut vraiment des instructions très claires, nettes et précises. Et je me suis rappelé un tout petit peu les instructions qu'on donne à l'armée. Un lieutenant, quand il prend en charge une équipe, il doit donner des instructions très claires à ses subordonnés. Et c'était typiquement ce dont ces personnes-là avaient besoin, pas parce qu'elles étaient subordonnées, au contraire, on était tous au même niveau, mais par contre, il fallait se mettre dans leur basket, voir un tout petit peu comment ils fonctionnaient et adapter notre travail à eux, au lieu que eux s'adaptent à nous en tant qu'ingénieurs, même si on était les meilleurs, les plus forts, les plus organisés, ou bien les plus justes dans notre approche, puisqu'on était un peu objectivés, nous, en tant qu'ingénieurs dessus, il fallait faire un travail qui était très droit. Et j'ai eu un jour mon manager qui me dit, il va falloir que tu fasses les choses mal. Donc c'est très compliqué à un ingénieur de dire, tu dois faire les choses mal. Je lui dis, c'est pas possible. Il dit, si. Et en discutant avec les techniciens qui étaient en charge de la maintenance du réseau, j'ai réalisé en fait l'ampleur de cette phrase-là, qui est restée un tout petit peu ancrée un peu dans mes gènes. Et que je retrouve aujourd'hui dans l'enseignement. Il faut se mettre dans les baskets de l'autre, comprendre son approche, comprendre
Par exemple, comment le risk manager va réfléchir, comment un responsable d'une équipe d'ingénieurs va également réfléchir. Chacun va avoir ses prérogatives et il va falloir s'adapter. Et c'est le métier aujourd'hui de la cybersécurité, c'est de se mettre dans les baskets des autres et voir comment les autres vont soit travailler avec nous, soit être également des freins et enlever ces freins pour qu'ils adhèrent à notre message. Donc voilà, si vous voulez travailler dans le monde masculin, les croissants, ça fonctionne généralement toujours. Alors, ton histoire m'a inspirée. Donc effectivement, je vais en trouver une qui fait un peu on va dire, qui relate un peu le milieu homme-femme. Et en tout cas, le milieu, beaucoup d'hommes et peu de femmes, comme ça. Ce sera clair. Effectivement, je me rappelle d'une réunion où en fait on est allé avec mes collègues hommes et effectivement, je tairai le nom du client bien sûr et peut-être que il se reconnaîtra si jamais il écoute. Et ce jour-là, donc effectivement, quand on est dans un environnement, mes collègues avaient plutôt la casquette commerciale et j'avais plutôt la casquette technique en tant qu'ingénieur avant-vente technique. Et donc le client, en tout cas le manager qui était en face de nous, pose une question et il s'adresse à moi, puisqu'il avait compris que j'étais la tête technique autour de la table. Et il n'aime pas ma réponse. Donc je passe l'histoire et le détail de tout. Mais c'est surtout la suite qui est intéressante, c'est-à-dire que dès qu'on est sorti, la réaction de mes collègues a été « Ah bah il est misogyne ». Et alors là, j'étais encore plus en colère parce que déjà, je n'étais pas contente de la réaction du client, mais j'étais encore plus fâchée de la réaction de mes collègues. Et donc, sans doute que j'ai pris le contre-pied de tout ça et je leur ai quelque part prouvé qu'ils avaient tort parce que j'ai essayé de comprendre effectivement ce que vient de dire Béatrice, comprendre pourquoi il avait réagi comme ça et comprendre comment on pouvait l'aider. Et surtout, dépasser le sujet homme-femme parce que j'étais persuadée que sa problématique, c'était pas celle-là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a pris un peu de temps. Et je me suis bien entourée pour qu'effectivement le deuxième meeting se passe bien. Et bon, je vous passe toute l'histoire parce qu'en fait, elle est un peu longue. Mais in fine, je pense que chez ce client-là, j'ai fini par devenir ce qu'on appelle le trusted advisor, c'est-à-dire la personne en qui il a le plus confiance. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on peut se donner des freins. Et c'est vrai que j'aurais pu, après ce premier meeting, me dire bah, ils ont raison et puis je lâche l'affaire et puis on va mettre quelqu'un d'autre. Je pense que finalement, avec le recul, le plus grand frein, c'est souvent soi-même. C'est que il faut, je pense, aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir. Effectivement, sortir dès qu'on a un souci, c'est parce qu'on est une femme, c'est parce que, etc. Et justement prendre le contre-pied et de se dire, voilà, d'avoir des valeurs et de se dire, il n'y a aucune raison que ce soit ça. Garder ses convictions et de se dire, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à retourner la situation. Et d'ailleurs, je vais le prouver et je vais le faire. Et voilà. Donc voilà, pour rebondir sur ton histoire, je pense que c'est important par rapport au thème d'aujourd'hui de passer ce genre de message. Voilà. Merci Agnès. Merci pour ces anecdotes. Je suis sûre que tous les conseils seront retenus par nos participantes. Alors, moi, en tant qu'étudiante, donc c'était il y a 2 ans et demi, je me demandais toujours quels sont vraiment les profils qui sont recherchés aujourd'hui, quels sont les débouchés, qu'est-ce que je vais faire après mon école d'ingénieur. Et je suis sûre que c'est des questions qui se posent aujourd'hui aussi dans notre public. Donc, est-ce que vous avez des certifications, des formations, des soft skills que vous recommandez à nos participantes pour la cybersécurité, mais aussi globalement pour la tech? C'est une question ouverte. Donc. Moi, je trouve qu'on a plusieurs portes d'entrée à la cybersécurité. Donc, c'est soit la porte d'entrée classique, faire une étude académique, se spécialiser en cybersécurité, ou bien vous pouvez faire des formations qui sont des certifications qui viennent à côté de votre formation de base pour se sensibiliser à la sécurité, voir si vous êtes vraiment passionné, suivre des certifications qui sont professionnelles et experts
pour passer à des métiers qui sont plus spécialistes en sécurité. Il y a plein de métiers en sécurité. Il y a des métiers qui sont niveau management, sur la gestion des projets, comme le directeur de sécurité, le RSSI. Il y a des métiers qui sont plus techniques, spécialisés sur des solutions spécifiques. Là, on parle des architectes et spécialistes sécurité. Il y a des métiers qui sont plus d'audit, du conseil, des services de sécurité, par exemple les métiers comme les penetration testers, ceux qui font des tests sur des réseaux pour découvrir les failles et pour pouvoir protéger ce réseau avant que les attaquants les découvrent et les faire hacker. On a aussi des services d'audit sur des réseaux pour voir si le réseau est bien. Il y a une très bonne stratégie. On a bien les recommandations de sécurité sur ce réseau-là. Donc, il y a plein de métiers. Ce n'est pas juste un métier spécifique. Vous pouvez trouver plein d'options, plein de portes d'entrée une fois que vous avez vraiment trouvé votre passion et vous êtes motivé par la cybersécurité. Je vais rebondir pour celles et ceux, parce que j'ai généralement la question, est-ce qu'il faut être technique pour faire de la cyber? La réponse est non. Vous pouvez avoir aujourd'hui un métier ou une formation principale, du droit par exemple. J'ai beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui ont fait du droit, qui ont fait une autre formation avant de venir se spécialiser et avoir un deuxième volet ou un deuxième cheval, on va dire, de bataille en cyber. Et c'est des personnes qui cherchent à soit donc, être en reconversion et changer de voie, soit améliorer leur majeure principale et accélérer ou accentuer le biais, on va dire, sur ce métier ou cette majeure principale qu'ils ont établie en premier. Il faut comprendre et avoir cette sensibilité à comprendre le vocabulaire, à se projeter dans le métier. On revient toujours dans la projection et se mettre dans les baskets de l'autre, un peu comme se mettre dans la peau de l'attaquant. Il faut comprendre ces mots techniques, ce vocabulaire, ne pas être bloqué par ce vocabulaire notamment, mais être ouvert à apprendre, à faire de la veille. Aujourd'hui, j'ai des étudiants qui font de la géopolitique avec un aspect et un vernis cyber. J'ai d'autres étudiants qui font du droit dans le numérique et qui ont souhaité se spécialiser sur la partie cybersécurité, notamment parce qu'elles avaient des affaires dans ce domaine-là. J'ai également d'autres étudiantes qui sont plutôt techniques, qui ont envie de se diversifier dans du management, comme Eliane l'a dit. Un manager aujourd'hui ne peut pas ne pas avoir un vernis, notamment si c'est un manager qui veut être dans l'informatique ou dans la cybersécurité, ne pas comprendre ce que son équipe est en train de faire, c'est un peu compliqué. Il faut comprendre à minima le métier pour pouvoir orienter l'équipe, lui donner des bases, lui donner une ligne directrice et à partir de là rebondir et les leader ou les gérer si vous voulez pour atteindre leurs objectifs et l'objectif on va dire global de l'entreprise qui est de continuer à vivre et de la maintenir en conditions opérationnelles et qu'elle puisse faire ce qu'elle est en train de faire. Donc pour tous ceux et celles qui cherchent un peu leur voie, qui ont peur de la technique, qui ont peur de la programmation, il y a d'ailleurs une question sur les langages de programmation auxquels on répondra peut-être plus tard, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans le détail technique, mais il faut être curieux ou curieuse et de ne pas avoir peur de se lancer, quitte à prendre un mur. Il n'y a pas de problème, on a tous pris des murs à un moment donné, mais la persévérance paye souvent, voire généralement. Et j'ajouterais un autre élément, moi qui ai fait quand même un changement de cap, parce que quand vous travaillez sur des questions juridiques, et moi j'ai grandi d'un point de vue académique avec des décisions de justice. Quand vous avez une première décision qui est rendue par un tribunal et après une jurisprudence qui est rendue par la Cour de cassation, il se passe une dizaine d'années. Alors qu'un attaquant, quand il décide d'attaquer un système, et en fonction de sa stratégie, ça peut aller aussi très vite, et le numérique va très
très vite. Donc déjà, il y a eu un changement de temporalité pour moi. Ça a été un changement quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Et je pense que la formation ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui poursuivent des études plutôt techniques, d'ingénierie, j'ai vu des mathématiques. Mais en fait, il faut continuer à se former parce que déjà, la cybermenace, elle évolue. Elle n'est jamais la même. Et puis, il faut avoir cette curiosité intellectuelle de voir finalement comment est-ce qu'on peut s'améliorer au quotidien. Et je pense que c'est primordial. Il y a cette question des certifications qu'on peut suivre, effectivement, mais n'hésitez pas à regarder aussi toutes les ressources qui sont en ligne. Qui peuvent également vous aider, suivre aussi la documentation de l'ANSSI, où là vous avez un socle de connaissances qui est quand même assez intéressant, et donc ça peut vous aider également à voir les différentes terminologies dont tu parlais tout à l'heure, Béatrice. Et peut-être une autre recommandation, parce qu'effectivement, tous les métiers de la cybersécu ne sont pas techniques, il y en a qui le sont. Si votre background est technique, background est ingénieur, je pense que c'est intéressant aussi dans vos études de profiter des phases de stage pour essayer différentes choses. Pas rester dans un même domaine, mais essayer justement de vous ouvrir pour voir, in fine, affiner vos choix. Et après, effectivement, mes recommandations pour au-delà des compétences techniques, c'est effectivement d'un point de vue, ce qu'on appelle soft skills, c'est effectivement la curiosité, c'est continuer à se former. Et effectivement, sans doute aussi regarder les réseaux. Il y a des réseaux où vous pouvez aussi, grâce à ça, vous informer. Ça peut être aussi un autre biais. Voilà. Et puis, ne pas hésiter aussi à faire appel à des coachs ou à des personnes qui sont déjà dans le métier, qui peuvent vous aider aussi et vous guider dans vos choix professionnels aussi. Voilà. Un dernier mot sur les certifications. Vous avez aujourd'hui beaucoup de connaissances en ligne qui sont disponibles gratuitement. Il faut juste se poser, chercher, et vous allez généralement trouver. Vous avez beaucoup également de livres qui existent sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que ce soit des formations, on va dire, spécialistes, comme celles qui sont fournies par Cisco. Vous avez le Cisco NetAcad qui est très intéressant, notamment pour la partie réseau et également l'aspect cybersécurité, pour vous donner un vernis, on va dire, global du métier et du vocabulaire. Vous avez les certifications plus spécialistes comme le CISSP qui lui est plutôt axé vers des personnes qui souhaitent vraiment s'investir dans le domaine de la cybersécurité, et c'est un gage derrière pour vos futurs employeurs d'emploi. Vous avez également d'autres formations un peu plus techniques pour celles qui sont intéressées par tout ce qui est test d'intrusion, ce qu'on appelle le penetration testing, comme Eliane l'a dit juste précédemment. Vous avez des formations en ligne par un organisme qui s'appelle INE. C'est des formations qui sont en anglais, certes, mais vous pouvez très facilement extrapoler ces différentes thématiques. Il faut aimer l'anglais. Je ne vais pas vous le cacher, notamment parce que le 3/4 de la communauté parle anglais et diffuse de la connaissance en anglais, et donc il faut s'intéresser à ceci par ce biais-là. Et vous avez également des formations qui sont notamment données par des organismes dans l'école où j'enseigne. Ce n'est pas pour faire la pub, mais voilà, on fait de la formation pour des managers, c'est de la formation continue. Donc il y a notre organisme, il y en a d'autres aussi qui fournissent les mêmes formations. Et si vous n'avez pas envie d'être sur les bancs de l'école, dites-vous que les pirates, eux, utilisent leur cerveau, Internet, Google est votre ami parfois, et la curiosité et la persévérance payent toujours. Donc même si vous ne voulez pas passer des certifications, mais je vous le recommande quand même, passez du temps à faire de la veille, passez du temps à regarder sur des forums gratuits qu'est-ce qu'ils vous mettent à disposition. Vous avez des jeux parfois qu'on peut trouver en ligne, une plateforme qui s'appelle RootMe par exemple, qui vous apprend pas à pas comment trouver des petits drapeaux, et en trouvant ces petits drapeaux, vous allez apprendre également à pirater un système légalement, je le précise, et derrière, qui dit offensif dit défensif. Si vous attaquez, vous savez défendre, c'est très simple.
Donc voilà, intéressez-vous à ces formations-là, à ces certifications. Vous pouvez acheter un bouquin et le faire chez vous à la maison. Moi, je suis en train de faire une certification chez moi à la maison, tranquillement. Mais il faut être dédié à cette fonction et à cette envie, et vous donner un laps de temps d'apprentissage, dire voilà, en 3 mois, je mets un objectif et je vais me certifier. Même si vous échouez l'examen, vous ne baissez pas les bras et vous répétez, vous répétez, vous répétez. Merci. Alors, une dernière question avant de conclure cette table ronde. C'est vrai que vous êtes de beaux exemples de femmes qui ont réussi dans la cybersécurité et plus globalement dans la tech. Quels conseils vous pourriez justement donner aux femmes et aux hommes également qui voudraient justement se lancer et réussir dans ce domaine? On a besoin de gens. Très simplement. Que ce soit des hommes ou des femmes, il y a une question sur les métiers. On a besoin de personnes techniques, on a besoin de personnes non techniques, on a besoin de jeunes qui s'intéressent également à ce domaine, on a besoin de personnes plus expérimentées également qui s'intéressent à ce domaine, très simplement parce qu'on est en pénurie de talents, on est en pénurie de personnes qui puissent aider aujourd'hui l'écosystème et la communauté de sécurité en France pour se protéger. Donc voilà, investissez-vous dans ce domaine-là et voilà, commencez à regarder si déjà ça vous intéresse, si ça vous passionne. Il faut être parfois passionné parce qu'il faut persévérer. C'est un peu le fil conducteur de toutes nos carrières, je pense, c'est la persévérance. On n'est pas spécialiste du jour au lendemain. Les experts, les spécialistes qui, en claquant du doigt, racontent des histoires, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est du travail, c'est de l'investissement, c'est du temps, c'est beaucoup d'échecs. On parle parfois que des succès, mais derrière beaucoup de succès, il y a également énormément d'échecs. Donc il faut encore une fois persévérer. Alors pour rebondir sur ce que Béatrice dit, et vous en avez peut-être pas conscience, mais aujourd'hui, il y a une pénurie de cerveaux féminins aussi. Il y a une pénurie d'experts et de talents. Il y a une grosse demande. Mais vous, en tant que jeune, bientôt diplômé, je vous le souhaite, il faut vraiment savoir qu'aujourd'hui, nous, quand on cherche effectivement à construire des équipes, on s'attache vraiment à avoir des équipes variées. Des équipes qui ont des profils différents, des équipes qui ont... et quand je dis profil, ça peut être parcours scolaire, mais ça peut être background culturel, ça peut être... Et la diversité au sens homme-femme en fait partie. Et ça, pourquoi? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que les équipes diverses créent beaucoup plus d'émulation, beaucoup plus de créativité quand il y a besoin de créativité. Et tous les managers qui sont passés par là pourront vous le dire. Donc vous n'en avez peut-être pas conscience en étant de l'autre côté, mais aujourd'hui, vous allez sortir sur le marché de l'emploi et vous allez être courtisé. Voilà, je pense qu'il faut vous le dire. Et d'autant plus dans la sécurité, parce qu'il y a pénurie au global dans le marché de l'informatique, mais il y a aussi pénurie dans le domaine de la cybersécu. Donc c'est super important effectivement d'être motivé, hein, parce qu'on ne dit pas que effectivement ce sera des parcours faciles, c'est des parcours aussi exigeants. Donc l'exigence, c'est effectivement la formation continue, c'est la curiosité, c'est potentiellement l'international pour celles que ça intéresse. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, enfin j'ai envie de dire vraiment foncez. Voilà ma recommandation. Très rapidement, tout à l'heure, Marion me demandait pourquoi j'ai fait le choix de la cybersécurité. Je vous disais, non, j'ai pas choisi la cybersécurité. Et finalement, je ne regrette pas du tout aujourd'hui de travailler sur ces questions-là. Et j'ajouterais que ça donne du sens à nos activités, parce qu'on n'est pas du tout déconnecté de ce qui se passe dans la réalité. Et aujourd'hui, on cherche à protéger des systèmes, on cherche à protéger des entreprises, mais en réalité, c'est aussi nous qu'on protège. Donc je trouve que le métier est hyper intéressant et il fait sens. Quelle que soit l'expertise que vous aurez, c'est finalement
l'intelligence collective qui participe à la protection du patrimoine et des personnes physiques et des personnes morales, donc des entreprises. J'ajoute un point ici que le gouvernement français investit beaucoup en la cybersécurité et les métiers de cybersécurité vont doubler d'ici 2025. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour vous. Vous pouvez en profiter. Ne vous laissez pas bloquer. Non, c'est pas moi qui va faire la cybersécurité. J'avais pas de bonnes notes en maths. C'est pas ça qui va vous donner une bonne carrière en cybersécurité. Donc, juste faites un petit pas en avant, découvrez un peu de quoi il s'agit, suivez des vidéos, des petites formations cybersécurité. Si vraiment ça vous passionne, c'est vraiment le temps d'y foncer et de se spécialiser dans ce domaine-là. Effectivement, je rebondis sur le point que vient de mentionner Eliane. La France, effectivement, est très en avance sur le sujet. On parle aussi beaucoup de l'Israël, mais la France aussi. Le gouvernement français est très exigeant, ce qui impose de l'exigence aussi chez toutes les sociétés qui travaillent pour les clients, pour le gouvernement. Donc voilà, nous régulièrement, on a des demandes d'évolution de nos solutions pour la France spécifiquement. Et c'est là qu'effectivement on voit qu'on peut avoir de l'impact et on voit effectivement que ça donne aussi du sens à ce qu'on fait parce que voilà, c'est un impact direct de faire évoluer des produits pour les besoins de la France qui bien sûr se retrouvent après dans d'autres pays parce que la France influence beaucoup au niveau de la communauté européenne. Mais voilà, ça c'est aussi une dimension intéressante je trouve dans le domaine. Merci à vous, Kat, pour cet échange hyper intéressant et enrichissant. Merci également à vous qui êtes au Cybercampus et également à distance pour votre participation. On espère vous avoir apporté beaucoup d'informations, avoir démystifié ce qu'est la cybersécurité. Comme vous avez pu le voir au cours de cette table ronde, il y a quand même différents métiers, de la gestion des risques avec Takwa, au management avec Agnès, en passant par la technique avec Eliane et Béatrice. Donc je pense que vous en êtes rendu compte, les métiers tech et la cybersécurité sont aussi faits pour les femmes. Vous pouvez développer les mêmes compétences techniques, non techniques, faut juste oser. Du coup, on va pouvoir passer aux questions. Alors, on en a une. Quels sont les langages de programmation les plus utilisés en cyber? Qui souhaite répondre? Il n'y a pas de langage de programmation, on va dire, de prédilection pour la cybersécurité, enfin dans la cybersécurité. Le langage Python revient beaucoup. Notamment pour des recherches en source ouverte, notamment des outils de ce type-là, écrire des petits scripts. Mais la cybersécurité, ça va sembler un peu bizarre ce que je vais dire, mais c'est un état d'esprit. C'est pas un langage de programmation. La technique est au service de la cybersécurité, mais si vous voulez vraiment développer des outils en cybersécurité, il y a le langage Python, il y a le langage Java également. Une bonne partie de nos solutions chez nous, Cisco, tournent sur le langage Java, enfin derrière. Vous avez énormément aussi d'automatisation qu'on peut retrouver, donc des playbooks, je vais dire des gros mots, donc n'ayez pas peur, c'est des mots réseau, du Ansible, du Terraform, etc., pour monter des infrastructures et derrière pousser des instructions aux différents boîtiers qui vont permettre de sécuriser certaines infrastructures. Mais voilà, le langage Python revient un tout petit peu souvent dans ce domaine, de mon point de vue. Alors une autre question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des certifications pour rejoindre l'une de vos équipes? Obligatoire, non, mais bien sûr recommandé parce qu'en fait quelque part ça permet de savoir quel niveau vous avez. Voilà. Maintenant c'est pas forcément obligatoire, mais ça va vous aider. Donc moi je le conseille. Voilà. Une autre question, est-ce que vous recrutez des alternants? Si oui, comment postuler? Alors je vais la prendre aussi. Oui, bien sûr, on a des alternants. On en a un en ce moment dans l'équipe.
Non, le parcours, c'est vous envoyez votre candidature aux ressources humaines chez Cisco France, typiquement, et on les regardera de façon très attentive. Donc oui, on postule et on recrute des alternants, je confirme. Et également pour 3D Southscale, donc oui, on recrute également des alternants, stagiaires, alternants, et il suffit d'aller sur notre site. On a une page carrière où vous pouvez déposer une candidature spontanée s'il n'y a pas de poste ouvert, ou également écrire voilà, au recrutement chez Outscale. Alors, autre question. Quelles sources pouvez-vous nous proposer pour la veille technologique? Donc, on a beaucoup parlé de veille technologique. Donc en termes de veille technologique, il y a énormément de ressources. Vous en avez en français, vous en avez en anglais, vous avez dans d'autres langues. J'espère que vous êtes polyglotte et vous pouvez trouver tout plein d'informations dans plein de langues différentes. Je vais vous recommander notre site de renseignement sur les menaces Talos, qui regorge d'informations, notamment sur des attaques qui ont été soit déjouées, soit des menaces qui aujourd'hui font fureur sur la toile. Très simplement également, si vous allez sur Google News, je ne fais pas l'apologie de Google, mais ils ont un très bon moteur d'information. Vous mettez cybersécurité, vous cliquez sur une petite étoile juste à côté du moteur de recherche et vous allez recevoir de plus en plus souvent des informations de veille sur la cybersécurité ou les informations d'intérêt. Donc c'est une source, on va dire, un peu globale. Vous allez recevoir par exemple des informations sur la dernière entreprise malheureuse en France qui s'est faite malheureusement pirater, comme celle aux États-Unis, comme celle dans d'autres pays, juste parce que le fil d'information va remonter tout plein d'articles issus de la presse, on va dire, généraliste et non pas spécialisée. Vous avez des magazines également spécialisés, le Mag IT, qui est assez intéressant, l'usine digitale qui peut être également une source d'information, les renseignements sur les menaces des différents constructeurs. Vous avez Cisco évidemment, et vous avez nos concurrents que je ne citerai pas, mais vous allez pouvoir les rechercher et les trouver assez facilement. Et vous avez le site de l'ANSSI, qui également regorge d'informations. Vous pouvez vous abonner au fil et au flux d'informations des différents bulletins qu'ils sortent généralement, et vous allez recevoir tout plein d'infos. La problématique n'est pas la veille, la problématique c'est le temps que vous allez avoir ou ne pas avoir pour lire tout le contenu, parce qu'il y a tellement d'informations qui sont tellement intéressantes que parfois 24 heures dans la journée ne suffisent pas. Et donc ayez des lunettes, c'est important, et mettez un filtre bleu aussi sur votre écran, ça permet de ne pas fatiguer les yeux. Et dernière recommandation, c'est sur un site que moi je suis beaucoup qui s'appelle Wired, donc wired.com. Ils ont une section cybersécurité qui est très intéressante, qui est en anglais, mais elle regorge également d'informations pour les techniques et les non techniques notamment. Donc ça permet de comprendre la géopolitique, ça permet de comprendre la militarisation du domaine de l'Internet, et ça permet également de vous donner un vernis, on va dire, plus large que la technique en tant que telle. Et dernière information, pub pour l'école de guerre économique, le portail de l'intelligence économique qui regorge d'informations également, cybersécurité, sûreté, risk management, intelligence économique, tous ces domaines-là sont liés les uns aux autres. Donc ne faisez pas une fixette uniquement sur la cyber. Merci Béatrice. Ta réponse était complète. Dans le public, si vous voulez poser une question en live, vous pouvez aussi le faire. Alors, quels sont les métiers les plus recherchés dans la cybersécurité ? Alors, je ne sais pas s'il y en a plus dans un domaine que dans l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que ingénieur, que ce soit pour faire du développement, que ce soit pour faire de l'implémentation dans des SOC ou du support dans des SOC, que ce soit pour faire de l'ingénierie dans la mise en place de solutions, que ce soit dans la vente pour faire de la préconisation sur les solutions, que ce soit l'architecture, tout ça c'est des domaines qui sont très demandeurs. Maintenant je pense qu'il n'y a pas que ça.
Oui, effectivement, aujourd'hui, sur la partie gestion des risques, on recherche des personnes qui soient en capacité de travailler en tant que risque manager, parce que le risque se diversifie, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des questions stratégiques de l'entreprise et qu'on doit le prendre en compte. Et on a une pénurie de talents et c'est pas si facile de recruter, même sur la partie non technique en réalité. Et on va chercher des profils des profils. Alors les profils qui vont être intéressants, c'est les profils un peu variés. Je dirais, on cherche pas le parfait étudiant. On cherche un étudiant qui a de l'expérience. Alors, je sais que nous, chez 3D Southscale, on fait aussi des tests d'entrée pour voir comment est-ce que un futur collaborateur va réagir face à une situation qui lui sera proposée. Et c'est pas simplement de la restitution de cours, c'est aussi comment est-ce qu'on réagit quand on a cette situation-là. Pour compléter, il faut des personnes, aujourd'hui dans les métiers, on a beaucoup de demandes sur les métiers, on va dire, d'entrée. Donc pour ceux qui sortent d'école, ces premiers métiers, ce premier pas dans le monde, on va dire, professionnel, il y a une pénurie aujourd'hui d'analystes. Donc des analystes, c'est des personnes qui vont comprendre la technique, mais pas que. Ils vont être la première ligne de défense d'une entreprise et vont permettre de donner de l'information aux différents niveaux. Il faut voir ça comme une hiérarchie. Donc la première ligne de défense, c'est elle qui va recevoir les informations, analyser et catégoriser si oui ou non il faut aller regarder un peu plus dans le détail. Je pousse vers la deuxième ligne. Il nous faut également des personnes qui soient un peu plus spécialistes dans leur domaine, sur les antivirus, sur les menaces, peut-être sur la Chine, peut-être sur la Russie, peut-être, voilà, on parle de géopolitique, de pays, on va parler de langue parfois. On a parfois des personnes qui ont un bac littéraire et qui vont vraiment travailler dans la cybersécurité parce qu'elles ont cette connaissance et ce vernis de la langue qui va faire toute la différence dans une équipe de sécurité pour protéger la dite entreprise, notamment si elle est face à un adversaire qui est d'origine ou qui parle la langue, je ne sais pas, russe, ukrainienne, etc. Parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut regarder cet aspect. Et on a besoin également de managers, on a besoin de personnes qui vont essayer de gérer une équipe, de se confronter à des difficultés. Donc oui, on a besoin de première ligne de défense, mais on a besoin également de personnes qui vont gérer cette première ligne de défense et dans toute la hiérarchie. Il y a pénurie également de responsables de la sécurité des systèmes d'information. C'est un métier qui est parfois preneur, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de débats parfois pour aller se faire écouter, d'où l'importance des soft skills, parce qu'il n'y a pas uniquement la technique, mais également la possibilité de persuader, la possibilité d'aller chercher du budget, la possibilité d'aller confronter en fait ces connaissances aux connaissances et avoir également de l'empathie vis-à-vis de ces managers pour essayer de débloquer des budgets. Et on a besoin de ces compétences un peu pivots, on les appelle parfois les moutons à 5 pattes. Ils savent faire tout, mais ils savent rien faire aussi en même temps. C'est bien et c'est pas bien. Mais il nous faut ces personnes qui savent parler plusieurs langues, qui vont changer un peu de fusil d'épaule selon la personne qui est en face d'eux pour pouvoir s'adapter à la demande et aux besoins. C'est ça le métier du risque. C'est ça le métier de la cybersécurité. C'est de s'adapter à son environnement et être un peu comme un 4x4 tout terrain. Et c'est ce genre de métier aujourd'hui qui est en manque. C'est pour ça, être cloisonné à dire je suis dans la technique ou je suis dans le management ou je suis dans quelque chose de très académique, ce n'est pas la cybersécurité. Il faut être un peu touche à tout, ne pas être spécialiste de tout, mais avoir au moins un point d'accroche où vous êtes spécialiste, mais par contre comprendre 360, qu'est-ce qui se passe autour des risques, notamment par exemple physiques. Vous allez être peut-être amené à travailler sur la sécurité physique d'un bâtiment au service de la cybersécurité et de la sécurité globale du patrimoine matériel et immatériel d'une entreprise. Donc voilà un peu les pénuries aujourd'hui et les métiers qui sont un peu en tension. Alors, je vois qu'on a une dernière question en ligne. Les cyberattaquants ont-ils une longueur d'avance sur les cyberdéfenseurs ?
Oui. Les attaquants ont malheureusement le luxe du temps. Ils ont malheureusement le luxe de la connaissance. Et parfois, les attaquants connaissent mieux les réseaux de leurs victimes que leurs victimes elles-mêmes. C'est malheureux. Mais l'attaquant, quand il réussit son attaque, il est déjà dans l'entreprise et il a le temps d'aller découvrir qu'est-ce qui se passe. Il n'a que ça à faire du matin au soir, notamment s'il est motivé. Et derrière, il aura la connaissance et une avance sur le réseau et sur les infrastructures de sa victime, mieux que la victime elle-même. Et c'est là où nos solutions et notre approche, que ce soit au niveau des risques, on va venir regarder où se trouvent ces failles-là pour pouvoir les traiter et les contrer, où les solutions techniques vont venir derrière mettre des barrages et des freins au niveau des infrastructures de la victime pour pouvoir casser les chemins et les tactiques de l'attaquant. C'est comme si vous avez une ligne droite. Nous, notre rôle à nous quatre ici, c'est de faire en sorte que la ligne droite devienne un labyrinthe et que l'attaquant se trouve au piège et que derrière, il ne puisse pas en sortir, voire qu'il soit totalement lassé et qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Plus, en cas d'attaque, savoir comment réagir. Voilà, parce que ça aussi, c'est important. Containeriser l'attaque, enfin, il y a toute une méthodologie associée. Donc ça, c'est important. Et là aussi, on a aussi des équipes qui sont spécialisées là-dedans pour aider. Alors, avant de conclure cette table ronde, est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions dans la salle ? Je vais peut-être vous donner le micro. Ouais, ce sera peut-être plus pratique. Le micro, c'est juste pour chanter. Donc je disais merci beaucoup à vous quatre, c'était vraiment très intéressant. Justement par rapport à cette dernière question, est-ce que justement cette longueur d'avance est gagnée parce que vous avez ces difficultés à retrouver du monde et des compétences pour justement travailler sur les différentes infras et bien protéger les systèmes des différentes entreprises, ou est-ce que vraiment il y a une intelligence hors norme dans certains pays ou que sais-je qui fait qu'on... Donc c'est vraiment un problème d'effectif, c'est ça ? C'est pas uniquement, en tout cas à mon sens, ce n'est pas uniquement un problème d'effectifs. Oui, les effectifs aujourd'hui manquent pour venir défendre une entreprise quelle qu'elle soit, mais fondamentalement l'entreprise n'a peut-être pas pris en considération toutes les mesures nécessaires pour protéger et cloisonner ses biens. Ça peut être des problématiques de budget, ça peut être des problématiques également de vieillissement, on va dire, d'infrastructures, ou bien une entreprise qui croît très, très rapidement, pas consciente et qui n'a pas pris conscience également de ce risque. On a peut-être un focus ici qui est très technologique parce que Cisco, entreprise technologique, 3D Outscale également une entreprise technologique, mais l'informatique aujourd'hui est pour des entreprises, on va dire, même l'épicier du coin, il a Internet, il a une page Instagram, il a une page Facebook, il peut vendre ses objets, on va dire, sur Internet. Mais il n'a pas conscience, l'informatique n'est pas son métier principal et c'est là où on a la complexité. C'est pour toutes les entreprises, les TPE, les PME, dont l'informatique permet d'accélérer leur métier, mais dont ce n'est pas le métier. C'est elles aujourd'hui qui sont les premières victimes des cyberattaquants. Ce ne sont pas les entreprises du CAC 40, même si elles sont la cible, mais pour d'autres raisons. Mais elles sont aujourd'hui protégées, elles ont les effectifs pour se protéger. Par contre, les TPE, PME qui, elles, achètent un routeur peut-être de la FNAC, elles le mettent en œuvre en disant « moi j'ai juste besoin du Wi-Fi ». J'en ai eu le cas le week-end dernier dans une entreprise dont le métier n'est pas l'informatique. Le Wi-Fi était ouvert. Et la dite entreprise, qui est une petite entreprise familiale, n'avait pas conscience en fait que quelqu'un pouvait s'infiltrer sur son réseau, pouvait voler des informations, notamment de la base clientèle de la dite entreprise, juste parce que le Wi-Fi était non protégé. Dit oui, mais c'est plus pratique pour nous. Dit oui, c'est plus pratique, je le concède, mais je me mets dehors, je me connecte à ton Wi-Fi et je suis déjà sur ton réseau et je peux me balader comme je veux sur le serveur dont le mot de passe est 1, 2, 3, 4. D'accord.
Donc c'est ce genre d'entreprise aujourd'hui qui malheureusement sont victimes et plus qu'on le souhaite malheureusement. Très bien, c'est gentil. Alors juste un dernier point par rapport à, comment dire, le stress lié à vos métiers. Parce que je me dis, malgré tout, c'est quand même beaucoup de risques. Alors là, surtout quand vous travaillez avec des grosses entreprises et où vraiment l'impact est très important ou que le préjudice est très lourd, est-ce que justement cette notion de stress, elle est vraiment prise en compte dans les écoles justement de toute cette jeunesse et de ce qui les attend? Parce que je pense qu'il faut être vraiment bien... Enfin, être en capacité d'absorber justement cette situation peut-être assez lourde. Est-ce que vous, par rapport à vos différents métiers, techniques ou pas, vous l'avez vécu et comment vous avez géré ça surtout? Oui, je pensais... Alors, on peut pas, enfin, je dirais pas qu'il n'y a pas de stress. Après, la question est peut-être, est-ce qu'il y a un métier où il n'y a pas de stress? Je dirais que dans nos métiers, l'avantage, c'est qu'il y a le côté passionné. On aime vraiment ce qu'on fait. Donc je pense qu'il y a tout un pendant du stress qui existe quand on n'est pas déjà dans cette dynamique. Et après, le stress, ça s'apprend. Il peut y avoir des phases plus stressantes quand on est sur des gros dossiers, dans des phases où on doit remettre des réponses, dans des phases de pilote technique, dans des grosses phases de négociation. Il peut y avoir des phases. Et je pense qu'avec l'expérience, ça s'apprend. Il y a plein de techniques pour apprendre à le gérer. Je ne dis pas que quand on arrive tout droit de l'école, on sait le gérer, mais ça s'apprend. Voilà, je pense que ça, c'est la chose. Je pense que c'est particulièrement en cas d'attaque, pour le coup. Ah oui, d'accord. Ok, comment on gère ça? Enfin, comment prendre du recul? Du stress pendant l'attaque. Ah oui, je parlais. Alors, j'ose espérer que c'est pas au quotidien qu'effectivement vous soyez attaqué. C'est vraiment en cas justement d'agression justement. D'accord. Est-ce que c'est pas vraiment quelque chose d'assez lourd, on va dire, à gérer? Peut-être un peu pour cette raison d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup de femmes. Hélas. Alors quand une entreprise se fait attaquer, oui, il y a un niveau de stress et d'adrénaline. On va pas se cacher derrière le petit doigt. Oui, il y a un facteur stress, il y a un facteur également émotionnel et le palpitant au niveau du cœur, il augmente bien fortement. Et c'est là où les enjeux de résilience rentrent en jeu, que ce soit de la résilience d'un point de vue intellectuel, quel est mon métier, qu'est-ce que je vais faire et comment je vais réagir en cas d'attaque, surtout ne pas paniquer. Et il y a également la résilience d'un point de vue, on va dire, émotionnel et personnel. C'est du développement personnel. Ça n'a rien à voir avec le métier de la cybersécurité. C'est une résilience qu'il va falloir développer au fur et à mesure du temps. Et notamment pour des métiers plutôt, on va dire, techniques, des métiers plutôt dans le risk management, où parfois on ne regarde que le biais, on va dire, négatif des choses, parce qu'on essaye de chercher là où il va y avoir des problèmes. Le plus on voit des problèmes, le plus on devient parfois, on ne voit que ça, on ne voit que le côté négatif des choses, on devient un peu pessimiste. Mais c'est là où la résilience, on va dire, mentale et émotionnelle va jouer et va faire la différence. Ne pas paniquer. Il y a des formations, notamment de gestion de crise, de gestion du stress, se connaître soi-même et savoir quelles sont ses limites. Moi, je fais des stages également dans l'école où j'enseigne pour apprendre les limites, on va dire, émotionnelles, physiques, intellectuelles et la limite, on va dire, acceptable du stress d'une personne. On a tous notre niveau max qu'on peut atteindre et une fois qu'on le dépasse, on part un tout petit peu en vrille dans un inconnu. Et c'est cette limite-là où il va falloir être très conscient de soi-même pour dire « Ok, c'est ça ma limite ». Et une fois que j'atteins ou je tends vers cette limite-là, où est-ce que je dis « Stop, j'arrête ». Après, je rajouterais peut-être un facteur, c'est l'équipe. C'est qu'on est rarement tout seul. Et l'équipe est là justement pour être bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Donc, et ça, je pense que c'est vraiment formateur aussi. Le sport, le sport, le sport. Le sport. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question dans la salle? Non.
Ok. Merci à toutes d'avoir participé aujourd'hui. On espère qu'on vous a donné une meilleure idée de ce qu'est la cybersécurité, des différents métiers, des différents enjeux, de ce que vous pouvez faire. Et voilà, j'espère qu'à distance, l'expérience était aussi belle que sur place. Celles qui sont sur place, on vous invite pour un échange informel de networking, juste devant la salle. Et voilà, merci à toutes.